Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de deux films de Jérémy Clapin qui mettent en scène le corps de manière très originale. Il s'agit d'un court-métrage, une histoire vertébrale réalisée en 2004 et un long-métrage que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait beaucoup parler de lui, J'ai perdu mon corps, sorti en 2019. C'est un film incroyable qui a raflé de nombreuses récompenses et titres prestigieux dans des grands festivals. Ces deux œuvres sont remplies de métaphores et de sens cachés qu'on va essayer de décrypter ensemble dans cette vidéo. En tout cas, elles ont un point commun, elles ont une façon originale de représenter le corps à l'écran. Alors, attachez vos ceintures, n'oubliez pas de vous munir d'une grande tisane, et c'est parti. Bienvenue dans T'as vu quoi, l'émission qui parle de cinéma d'animation. Le cinéma, qu'est-ce que c'est pour vous? Vous préférez le bal au cinéma? Ouais. Pourquoi vous préférez le bal au cinéma? On se marre mieux. C'est presque une raison de vivre. On avait déjà un petit peu parlé de Jérémy Clapin dans le précédent épisode sur les maladies mentales qui s'affiche ici. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Et on avait évoqué son court-métrage Skid Sign qui aborde la question de la schizophrénie. Ce réalisateur utilise souvent le corps et l'apparence extérieure pour matérialiser des ressentis intérieurs. Autrement dit, il rend visibles des émotions invisibles grâce au corps. Par exemple, dans Skid Sign, le personnage se sent en décalage avec le monde qui l'entoure et littéralement, son corps est en décalage avec son environnement. Ça permet au spectateur de mieux comprendre la psychologie du personnage grâce à des métaphores très visuelles. Aujourd'hui, on va parler de deux films du même réal qui utilisent des métaphores similaires pour faire comprendre des ressentis profonds. Une histoire vertébrale est le tout premier film de Jérémy Clapin et il met en scène un personnage un petit peu étrange qui est tordu. Je veux dire, littéralement, il a le cou tordu et il regarde constamment ses pieds, un petit peu comme s'il avait une scoliose. J'en ai une aussi d'ailleurs. Voilà. Ce personnage rêve d'amour et il espère trouver quelqu'un qui lui corresponde. Pourtant, il voit son handicap physique comme un frein et il envie les personnes à la colonne vertébrale toute droite. Bon, déjà, même si la scoliose est un problème de santé qui existe véritablement, je pense que celle du personnage est à comprendre de manière plus abstraite. Il s'agit peut-être simplement du mal-être du personnage qui est représenté de cette manière. Littéralement, il est renfermé sur lui-même. Dans la suite du court-métrage, le scoliosé rencontre une scoliosette qui a littéralement le problème inverse de lui. Elle a le cou tordu dans l'autre sens et elle regarde constamment le ciel. Cette femme s'avère être sa voisine du dessous, comme quoi, pas besoin d'aller chercher bien loin. Il pense enfin avoir trouvé la personne qui le complète parfaitement et fonce chez sa voisine. Un problème un petit peu cocasse se présente alors. La scoliosette s'avère être un poil trop grande, ce qui fait qu'ils ne pourront jamais se croiser puisqu'elle regarde tout le temps en haut et lui tout le temps en bas. Donc ils passent l'un à côté de l'autre sans se voir. Après quelques déambulations dans les escaliers, ils arrivent finalement à trouver une position adéquate pour se fréquenter. Sous ces airs amusants, ce film aborde plusieurs thématiques très intéressantes autour de l'amour et des relations. J'ai ma petite théorie concernant une signification possible du film et je vais vous la partager, mais je vous invite à vous faire votre propre interprétation. J'ai l'impression que le personnage principal a une vision très idéalisée de l'amour. Il est inspiré par l'amour au cinéma qui est évidemment très éloigné de la réalité. On voit d'ailleurs qu'il observe avec envie ce couple cinématographique qui se reflète dans l'eau sous sa fenêtre. Autrement dit, ce qu'il espère ce n'est pas de l'amour mais plutôt le reflet déformé qu'il en a. On comprend qu'il fantasme un petit peu les relations et on suppose que c'est parce qu'il n'en a jamais eu. Il attend une idylle, un idéal qui viendrait parfaitement le combler. Évidemment, il ne se sent pas à la hauteur de cet amour idéal puisqu'il ne ressemble pas aux stars de cinéma. Il est tordu et pense que c'est un obstacle à son histoire d'amour. Malgré tout, il reprend espoir quand il aperçoit sa voisine du dessous qui semble parfaitement le compléter comme un puzzle. Il pense avoir trouvé cet idéal qu'il cherche, mais évidemment, ça n'est pas le cas et ils ont l'air de deux gros malins à se tourner autour sans se voir comme ça. Pour moi, ici, le message est clair. L'idée fantasmée, idéalisée qu'il se faisait de l'amour n'existe pas. C'était un leurre, une projection, un reflet dans l'eau. Ce n'était pas réel. Et surtout, le fait d'attendre que quelqu'un vienne le compléter parfaitement comme s'il était un puzzle incomplet était visiblement une mauvaise idée puisque dans la vraie vie, les gens n'ont pas la forme optimale pour combler ces problèmes. Pourtant, le court-métrage finit bien puisque les deux tourtereaux trouvent une solution qui est confortable pour l'un comme pour l'autre. Autrement dit, ils s'adaptent, ils trouvent un compromis qui convient à tout le monde plutôt que d'attendre que l'autre vienne les combler magiquement. Je trouve ça fou comme ce petit film, une histoire vertébrale, utilise le corps de manière à faire comprendre des choses beaucoup plus profondes sur les relations et l'amour de manière générale.
J'ai perdu mon corps est le tout premier long métrage réalisé par Jérémy Clapin, et de la même manière que dans Une histoire vertébrale, il utilise le corps comme véhicule de signification. Dans ce film, on suit l'histoire d'une main qui s'échappe du frigo d'une fac de médecine pour retrouver le reste de son corps. C'est un petit peu gore, je vous l'accorde, mais c'est brillant. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est brillant ? C'est parce qu'il est très rare dans l'histoire du cinéma d'animation de voir un membre du corps animé de cette façon. La main n'est pas seulement une créature dénuée d'émotions, comme la chose par exemple dans La famille Addams. On voit à travers sa façon de se mouvoir qu'elle a peur, qu'elle est émue ou encore qu'elle hésite. Autrement dit, Jérémy Clapin a réussi ce tour de force d'humaniser une main et de l'animer de manière à ce que le spectateur éprouve de l'empathie à son égard. C'est sans doute ça, en grande partie, qui fait le succès du film. Traversant Paris, elle va vivre de nombreuses mésaventures. En parallèle, on suit l'histoire de Naoufel, un enfant marocain qui est contraint de vivre en France chez son cousin suite à la mort tragique de ses deux parents. Au moment du film, Naoufel est un jeune adulte et il mène une vie difficile comme livreur de pizza. Il est très maladroit et lors d'une course, il a un accident de scooter. C'est donc une pizza informe et écrabouillée qui l'amènera à sa cliente avec plus d'1 heure de retard. Épuisé, il tente de présenter ses excuses à la cliente via l'interphone de l'immeuble. Cette dernière ne veut plus de sa pizza et on la comprend vu la tête qu'elle a, mais elle a une longue conversation avec Naoufel via l'interphone. La jeune femme s'appelle Gabrielle et il tombe amoureux d'elle. Il passera les jours qui suivent à essayer de la retrouver par tous les moyens. C'est comme un jeu de piste. Il trouve son adresse, son numéro de téléphone, puis son lieu de travail. Alors, ne faites jamais ça, c'est super flippant. Mais quand il la croise enfin, il n'a pas le courage de l'aborder et il se défile. À la place, il prétend vouloir être embauché par l'oncle de Gabrielle comme apprenti charpentier. Il n'est absolument pas charpentier, mais pour lui c'est un moyen de se rapprocher de Gabrielle sans prendre trop de risques. Évidemment, lorsqu'elle l'apprend, elle est folle de rage parce qu'elle a le sentiment d'avoir été bernée. Attention, je vais spoiler méchamment, donc je vous invite à vous rendre à ce timecode pour ceux qui n'ont pas vu le film. Naoufel, dévasté d'avoir gâché ses chances avec cette fille, se rend au travail contrarié et fatigué après une nuit difficile. Travailler avec des outils tranchants en étant fatigué, c'est pas une bonne idée, et ce qui devait arriver, arriva. Il se tranche la main. On comprend alors que la main qui se promène dans Paris est celle de Naoufel. En parallèle, on apprend qu'il se sent coupable de la mort de ses parents parce que c'est lui qui était en train de distraire son père juste avant l'accident de voiture. Il se pense donc responsable de l'accident et porte cette culpabilité depuis l'enfance. Le film se termine bien car la main retrouve le corps de Naoufel. Évidemment, il lui est impossible de se regreffer à ce dernier, donc elle finit par accepter qu'elle ne sera plus jamais accrochée à son bras. Naoufel aussi arrive à s'émanciper de ses démons passés et il réalise littéralement un saut dans le vide pour laisser sa culpabilité derrière lui et prendre enfin sa vie en main. Sans mauvais jeu de mots. Waouh! Mais quel film! Je me suis pris une sacrée claque la première fois que je l'ai vu. Et pourtant, j'ai dû le visionner plusieurs fois pour comprendre toute la subtilité de la métaphore. Je vous partage tout de suite mon analyse. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi une main? Pourquoi c'est une main que Naoufel se tranche? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça pourrait avoir plusieurs significations. Déjà, l'accident des parents de Naoufel a lieu précisément à cause de cette main. C'est parce qu'il s'amuse à mettre sa main à l'extérieur de la voiture que son père se retourne et quitte la route des yeux. C'est donc dans cette main que se concentre toute la culpabilité qu'a accumulée Naoufel au cours de ces années. C'est en quelque sorte à cause d'elle s'il est devenu orphelin. Ensuite, il y a une certaine connotation de châtiment divin dans le fait de trancher une main. Ça pourrait faire penser par exemple au rite hanafite de couper la main des voleurs. Donc la main de Naoufel représente vraiment sa culpabilité et d'une certaine manière, en la coupant, il s'en libère. Bon, n'allez pas vous couper les mains pour autant, il y a plein d'autres façons de se libérer de sa culpabilité. Durant tout le film, la main court après son corps et Naoufel court après Gabrielle. Il y a donc ces deux jeux du chat et de la souris en parallèle. La main qui s'accroche à Naoufel et qui cherche à tout prix à retrouver son corps pourrait représenter le sentiment de Naoufel de ne pas être capable de vivre seul, sans famille. Le sentiment que sans ses parents, il n'y arrivera pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Naoufel s'attache aussi vite à Gabrielle. Pour lui, c'est une figure d'attachement, c'est une nouvelle personne à qui se raccrocher. Quelque part, elle redonne du sens à sa vie et elle vient combler le vide qui a été creusé depuis la mort de ses parents. Et c'est sûrement aussi pour ça d'ailleurs que leur histoire ne peut pas marcher. Gabrielle cherche ses parents, il ne cherche pas une copine. Le petit Naoufel avait pour habitude d'enregistrer à peu près tous les sons qui l'entouraient, c'était comme une sorte de passe-temps,
Et du coup, malheureusement, il a enregistré le son de l'accident de voiture de ses parents. Au lieu de supprimer ce son affreux qui l'empêche d'avancer, il l'a conservé jusqu'à son âge adulte. Donc il a toujours gardé sur lui le bruit de cet accident qui représente aussi sa culpabilité. Je trouve que la fin du film est d'autant plus belle quand on a compris ça, parce que Naoufel se libère littéralement. Il s'émancipe et il comprend qu'il peut vivre par lui-même. Quelque part, il trouve le courage de vivre son existence sans se raccrocher au passé. Tout comme la main a accepté de vivre son existence sans se raccrocher à Naoufel. Je sais pas si vous commencez à comprendre un petit peu la métaphore. Il effectue ce saut dans le vide et par la même occasion, il laisse son sentiment de culpabilité derrière lui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il décide de supprimer enfin l'enregistrement de l'accident pour enregistrer à la place le bruit de son saut. Il met vraiment son passé derrière lui pour aller de l'avant. C'est fou tout ce qu'on peut représenter grâce au corps et je trouve que Jérémy Clapin fait ça merveilleusement bien dans ces deux films. Comme toujours, je vous invite vraiment à aller les voir. Une histoire vertébrale est disponible gratuitement sur YouTube et J'ai perdu mon corps est sur Netflix. Jérémy Clapin fait preuve de sensibilité dans ses œuvres et il a vraiment une belle compréhension de la psychologie humaine. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Bisous. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de faire un petit coucou dans les coms.